Bonjour Stanislas Guerini. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche, député de Paris. La République En Marche qui va porter un projet actuellement présenté par le Premier ministre de réduction du nombre des parlementaires. Où faut-il supprimer des élus, des députés, des sénateurs? Ça, nous le verrons. Je pense qu'effectivement, au cœur de cette réforme constitutionnelle, il y a, moi, je dirais, 3 promesses qui sont des promesses phares de notre campagne que nous voulons absolument tenir. Réduire le nombre de parlementaires parce que nous devons être plus efficaces à l'Assemblée, avoir le non-cumul des mandats dans le temps. Je pense que c'est impératif pour renouveler la classe politique, oui. et puis introduire la proportionnelle. Pour moi, ce sont les 3 mesures qui doivent figurer dans la réforme constitutionnelle. On va rester sur le nombre de députés, où on le verra. On va rester sur ce problème du nombre de députés, parce que vous dites être moins nombreux pour être plus efficace. Ça veut dire un staff beaucoup plus important, ça veut dire plus de collaborateurs, plus de moyens, c'est ça? Oui, plus de moyens. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes 577, c'est beaucoup pour le travail que nous avons à mener. Je pense qu'il vaut mieux être un peu moins de députés, un peu moins de sénateurs. Un peu moins, 174 de moins dans le projet tel qu'il a été transmis par Oui, Édouard Philippe. C'est un exemple, ça pourrait être 200 de moins, ça fait beaucoup. Il n'y a pas encore de postes projet de loi, donc là disparaître, aussi, on verra quand le projet sera réellement sur la table. Il y a des concertations qui sont en cours. Je crois que c'était important, effectivement, de prendre les avis des différents groupes politiques. Ça fait moins. Ça permettra à chaque parlementaire d'être un petit peu plus doté de moyens. Je crois que dans d'autres démocraties, les parlementaires ont plus de moyens pour faire un travail à la fois de voter la loi, mais aussi de contrôle de l'action. Contrôler, évaluer, c'est un point important de la réforme. Le droit d'amendement, qui est un droit individuel, va être, si la réforme va à son terme, va être restreint. Il va même être proportionnel à la puissance et à l'envergure du groupe parlementaire. Les petits partis pourront moins exercer leur droit d'amendement que les grands, et en particulier, par exemple, la majorité. C'est pas un peu étrange, ça, pour la démocratie? D'abord, on verra si cette mesure figure dans le projet, parce qu'on parle d'un projet qui, en réalité, n'est pas encore un projet de loi. Donc, il est présenté comme tel par Édouard Philippe. Ce sont les éléments qui ont été mis un projet du gouvernement à discussion avec les différents groupes politiques. C'est important de le préciser, parce qu'il y a ces discussions qui sont en cours. L'important, c'est que les Français comprennent que quand on met un projet de loi sur la table du Conseil des ministres, en réalité, il n'est jamais appliqué avant minimum 1 an et demi. Donc il faut aller plus vite. C'est ça qui rend les choses insupportables. C'est ça qui rend la parole politique parfois si peu crédible. Parce que entre l'intention politique et la réalité pour les Français, il s'est écoulé beaucoup de temps et beaucoup de procédures administratives. Mais est-ce qu'il faut pour autant limiter le droit d'amendement, en particulier de l'opposition, puisque c'est vraiment de ça qu'il s'agit? Je vais vous donner un exemple concret. J'étais rapporteur d'une loi sur le droit à l'erreur. Nous avons eu 1000 amendements en commission, 1000 amendements dans l'hémicycle. Des amendements qui parfois étaient strictement les mêmes, mais qui étaient présentés 4, 5 fois de suite pour que chacun des parlementaires puisse le présenter. Je crois que la question que l'efficacité de notre travail, elle est essentielle. Il ne faudra en rien revenir, et cette majorité comprise devra en être le garant, sur le droit, évidemment, pour l'opposition et pour toutes les oppositions, de pouvoir s'exprimer, de porter des idées. C'est essentiel pour notre démocratie. François de Rugy, le président de l'Assemblée, qui fait partie de votre mouvement, de La République En Marche, est hostile quand même à ce projet. Il dit, attention, danger, est-ce qu'il n'y a pas, effectivement, de la part du groupe majoritaire et probablement de la part du gouvernement, une sorte de volonté de réduire un peu l'opposition? Non, je ne crois pas une seconde. Ça serait évidemment une grande erreur si nous voulions faire cela, mais je crois que ce n'est pas le cas. L'idée, c'est de réinterroger l'efficacité de notre travail. Il y a d'autres mesures qui sont sur la table. En tout cas, sur les moyens, vous êtes divisé au sein de La République En Marche. Je parlais de François de Rugy, il y en a d'autres qui disent le projet est un peu dangereux. Et vous prenez une des mesures qui ont été mises sur la table. Je crois que sur l'essentiel, de vouloir un Parlement qui soit plus efficace, plus dans le contrôle, sur le principe, nous sommes formidablement rassemblés. Un autre sujet sur lequel vous êtes un peu divisé, la cagnotte, enfin la supposée cagnotte, c'est-à-dire les rentrées fiscales qui sont supérieures à ce qu'il était prévu grâce à la croissance. Certains, et pas des moindres, le rapporteur général du budget, qui fait partie de votre parti, dit qu'il faut redistribuer une partie de cette bonne nouvelle fiscale, cette bonne fortune fiscale, dit-il. Bonne idée ? Oui, il a eu cette expression, on a eu l'occasion d'en rediscuter. En réalité, on n'est pas si opposé que ça sur le sujet. Donc vous êtes favorable à la redistribution ? Non. Moi, je pense que, j'ai eu l'occasion de le dire, l'idée de cagnotte n'est pas existante dans un pays qui a 3% de déficit. Quand on regarde tous les déficits des pays européens, on est encore le dernier, juste pour se le rappeler de manière claire.
Je crois au contraire que les bonnes politiques économiques, ce sont celles qui visent, quand il y a de la croissance, à réduire les dépenses structurelles de l'État. Et elle continue à augmenter. Nous avons entamé, c'est le début du quinquennat, une réduction qui est assez claire des dépenses publiques. Nous allons continuer à le faire en réorganisant aussi la façon dont l'État est organisé. Mais je voudrais juste finir sur cette idée-là. Je pense que quand il y a de la croissance, il faut réduire les dépenses, justement pour être en capacité, quand l'activité économique se contracte, de pouvoir inciter et favoriser, peut-être parfois par la dépense publique. C'est des politiques contracycliques. Cette idée de redistribuer des recettes qui sont des recettes extraordinaires pour financer des dépenses qui sont des dépenses structurelles, je crois que c'est une erreur macroéconomique. Donc ça n'avancera pas plus loin. La faire. Il ne faut pas le faire. Vous avez travaillé à un rapport qui a été remis il y a quelques jours à plusieurs ministres, dont Bruno Le Maire, un rapport sur la réforme de l'entreprise et ce qu'on appelle l'objet de l'entreprise. Ce rapport a été signé par Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat. L'idée, c'est de donner la possibilité, c'est optionnel, aux entreprises d'introduire un objet social et environnemental dans ce qu'est leur mission, ou en tout cas ce qu'est leur objectif. Le patronat qui était opposé dit « ouf, c'est optionnel ». Les syndicats qui étaient favorables disent « pouf, ça n'est qu'optionnel ». Est-ce que vouloir en même temps satisfaire les uns et les autres, vous n'êtes pas tombé au milieu de quelque chose qui finalement n'a pas beaucoup d'importance? Je ne crois pas. D'abord parce que ce rapport que je soutiens propose de revisiter le Code civil. Et de le faire d'une manière que je trouve intelligente, c'est-à-dire en ouvrant plus de possibilités. Article 1833. Oui, qui date de 1804. 1835 aussi. Oui, et qui fonctionnait très bien jusque-là, mais il faut rajouter le social et l'environnemental, c'est ça? Oui, parce que je pense qu'il faut prendre en compte le fait que le capitalisme mondial a évolué. D'une part, les entreprises ont évolué. Elles ont pris en compte un certain nombre d'évolutions. Elles doivent aujourd'hui attirer les meilleurs, une génération Y qui a besoin de sens. Leurs consommateurs, ce sont des consommateurs. Et donc il faut donner la possibilité aux entreprises de l'afficher. Elles veulent faire différemment. Et aujourd'hui, nous avions effectivement des textes qui étaient restrictifs, qui réduisaient l'intérêt de l'entreprise finalement à la satisfaction des actionnaires. Les associés en réalité. Les associés. Et ça donnait prise, je pense, à tout un tas d'acteurs pour pouvoir dire aux entreprises, vous n'êtes pas en train de faire l'objet principal qui est de gagner de l'argent. Et donc, des entreprises qui voulaient faire différemment, il y en a beaucoup, qui décident par exemple de compenser leurs émissions de CO2 en plantant des arbres. Potentiellement, elles pouvaient être attaquées par des fonds activistes, par exemple, qui disent vous n'avez pas d'argent à dépenser là pour protéger la planète. Moi, je crois et donc vous dites ça va protéger les entreprises. Oui, celles qui veulent faire différemment. Et je pense qu'il faut en faire un avantage compétitif pour ces entreprises. Je pense qu'on a un nouveau modèle de capitalisme à inventer et qui arrête d'opposer le profit et la responsabilité sociale. La responsabilité sociale, la prise en compte du temps long, c'est un facteur de compétitivité pour les entreprises. Dans ce rapport, il y a un sujet sur les administrateurs salariés. Et j'ai entendu Nicole Notat, ex-patronne de la CFDT, expliquer qu'un nombre de salariés allait être obligatoire dans les conseils d'administration en fonction de la taille du conseil d'administration pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Ça concerne malheureusement peu d'entreprises en France. Mais elle dit, on va faire une expérience et si ça fonctionne bien, eh ben on abaissera le seuil à partir duquel il sera obligatoire d'avoir des administrateurs salariés dans les entreprises. Bonne idée, ça? Moi, je crois que c'est déjà le cas. Les administrateurs salariés existent dans les entreprises de plus de 1000. Oui. Mon avis, baisser le seuil, mon avis à moi, c'est que l'urgence, c'est de travailler sur les droits réels. Je trouve qu'aujourd'hui, les administrateurs salariés, bien souvent, pour avoir rencontré un bon nombre d'entreprises pour travailler sur ce rapport, ne sont pas suffisamment formés. Parfois, ne parlent pas anglais alors que nous sommes dans des entreprises internationales. Il faut à tout prix accompagner les administrateurs salariés avant de penser vrais administrateurs salariés, de vrais administrateurs. Très clairement, il faut faire en sorte que ce droit réel devienne un droit formel et à ce moment-là, on pourra s'interroger sur la baisse des seuils, pas avant. Merci Stanislas Guerini. Merci à vous.